Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La nouvelle donne internationale. 1. Les facteurs de mutation et les leviers de la puissance. Les enjeux mondiaux, flux migratoires et démographie, ressources naturelles, révolution technologique, économie à l'épreuve de la crise et distribution de la richesse, terrorisme et prolifération, revendications identitaires et religieuses, façonnent un monde global, complexe, aux intérêts interdépendants. Henri Foucrault, modérateur. Le recteur Gérard-François Dumont est professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, géographe, économiste et démographe, président de la revue Population et Avenir, auteur de nombreux ouvrages, dont Géopolitique de l'Europe, aux éditions CEDES. Gérard-François Dumont nous expose les liens entre population, l'Union européenne et la France sous l'angle de la puissance. Gérard-François Dumont. Merci à Jacques Miard de son invitation. Nous sommes des amis depuis de nombreuses années, et j'espère pour longtemps encore. Même si, comme Pascal Boniface, je ne partage pas la totalité des analyses de Jacques Miard, je pense que s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. La République a besoin en effet de députés de cette trempe pour nourrir le débat démocratique. Je souhaite donc beaucoup de Jacques Miard à l'Assemblée nationale. Jacques Miard, cela ne marcherait pas. Gérard-François Dumont. La question que je vais traiter porte sur le rapport entre l'Union européenne, la France et les leviers de la puissance. La puissance de l'Union européenne vue de façon artistique. Il y a une façon artistique et une façon sérieuse de la traiter. Je commencerai par la façon artistique, qui n'est pas due à moi, mais au fait que le Conseil européen a décidé de créer un groupe de réflexion sur l'avenir de l'Union européenne. Ce groupe, composé uniquement de hautes personnalités, est présidé par Felipe González, l'ancien président du gouvernement espagnol. Lorsqu'il m'a auditionné à la mi-mars, cela m'a valu de découvrir la fameuse sculpture qui représente l'Union européenne dans le vaste hall de l'immeuble du Conseil européen à Bruxelles. En effet, la République tchèque, qui préside le Conseil de l'Union européenne le premier semestre 2009, a souhaité orner ce hall d'une immense sculpture. Cette dernière se veut une représentation des différents pays membres de l'Union européenne. Ainsi l'Italie est-elle représentée par une carte de sa péninsule entièrement recouverte par un terrain de football, ce qui plaira beaucoup à Pascal Boniface. La Bulgarie est représentée par des toilettes turques, ce qui a fortement déplu dans ce pays qui compte effectivement une forte minorité de personnes d'origine turque. Quant à la France, elle est représentée par un hexagone recouvert d'une grande banderole sur laquelle est écrit en grosses lettres le mot « grève ». Enfin, il faut signaler un autre aspect de cette sculpture qui interpelle, n'y figure que la représentation de 26 pays car le Royaume-Uni y est absent. Au total, ce regard artistique, pourtant installé au cœur d'un immeuble dont l'existence même témoigne de la réalité géopolitique de l'Union européenne, est une sorte de déni de puissance tant de l'Union européenne que de ses différents pays. Une apparente puissance par la démographie. Au-delà de la sculpture décrite ci-dessus, avec son ironie grinçante, le questionnement sur la puissance de l'Union européenne peut faire l'objet d'une analyse plus objective. Le premier élément à prendre en compte est celui de la population. Lorsque l'on examine les données livrées par les bases statistiques des institutions internationales, l'Union européenne, aujourd'hui à 27, apparaît comme une très grande puissance, avec près de 500 millions d'habitants. En effet, elle se trouve au 3e rang dans le monde, derrière les 2 pays milliardaires en population, la Chine et l'Inde. Les États-Unis n'arrivent qu'en 4e position avec 305 millions d'habitants. La taille démographique de l'Union européenne semble donc lui ouvrir la possibilité d'être une très grande puissance. Néanmoins, l'étude des dynamiques démographiques aboutit à des conclusions moins satisfaisantes. En effet, la dynamique des 3 autres pays cités est claire. En ces années 2000, nous constatons une progression démographique, bien qu'en décélération, de la Chine, surtout de l'Inde, mais également des États-Unis qui ont redressé leur fécondité. En revanche, l'Union européenne se trouve dans ce que j'ai appelé un hiver démographique, c'est-à-dire une fécondité abaissée de façon durable en dessous du seuil de remplacement des générations. Cet hiver mine sa pyramide des âges,
diminue sa population active et abaisse ses possibilités de création de richesses, celles-ci dépendant directement de la population active. Les données démographiques de l'Union européenne font apparaître un certain nombre de nuages, d'autant que les derniers élargissements accentuent l'hiver démographique. S'ajoutent les difficultés d'intégration de populations issues de l'immigration, mises en évidence périodiquement, comme lors des émeutes de l'automne 2005. En outre, les évolutions démographiques selon les pays d'Europe sont assez contrastées. Cela est de nature à créer des dissensions au sein de l'Union européenne, notamment avec des discussions sans fin sur l'évolution du nombre de parlementaires selon les pays ou le partage des postes de hauts fonctionnaires européens entre eux. Une définition géographique délicate. Approfondissant la réflexion, il faut se demander si l'Union européenne est ou peut être une puissance au sens où les États-Unis le sont. En effet, les États-Unis possèdent des leviers de puissance qui n'existent guère dans l'Union européenne. D'abord, les États-Unis ont une frontière géographique clairement définie. Cette puissance compte un territoire dont la ligne de séparation entre la géopolitique interne et la géopolitique externe est précisée et connue. Concernant l'Union européenne, la clarification de sa définition géographique apparaît comme une difficulté permanente qu'elle semble se refuser à surmonter. Elle se trouve, il est vrai, complexifiée par des héritages géopolitiques que sont les occupations ottomanes ou russes, lesquelles ont laissé de fortes traces dans plusieurs pays d'Europe. En outre, au questionnement même sur le caractère européen d'un certain nombre de pays de l'Union ayant subi des dominations russo-soviétiques ou ottomanes, s'ajoutent des questions sur le caractère européen des pays temporairement dominateurs. Faute de temps pour traiter ici des questions sur la Turquie ou sur la Russie, je résume seulement mes analyses concluant que les mêmes arguments identitaires conduisent à ne pas souhaiter l'adhésion de ces deux pays à l'Union. En outre, le champ géographique de l'ensemble européen s'avère différent selon les critères retenus. L'Union européenne, l'espace Schengen, l'espace euro ou celui de la politique étrangère ne recouvrent nullement les mêmes territoires. Il est donc très difficile pour les peuples de se reconnaître dans l'Union européenne, et c'est une raison qui explique l'abstention croissante aux élections européennes. L'absence d'institutions stables. Un deuxième élément tout à fait fondamental fait la force des États-Unis et la faiblesse de l'Union européenne. Les États-Unis ont des institutions pérennes, durables et ne varient tour, donc un système politique démocratique structurellement stable. Leur constitution date de 1787, et les amendements votés depuis n'ont en rien modifié sa nature et son organisation générale. En outre, cette constitution se limite à un nombre réduit d'articles. Certes, certains avancent que l'Union européenne est différente, compte tenu des élargissements successifs qui obligeraient en permanence à changer le schéma institutionnel. D'où cette succession de traités. Nous en sommes au 6e avec le traité de Lisbonne, sans compter l'ensemble des traités d'adhésion. Or l'histoire des États-Unis rend discutable cette soi-disante corrélation entre le nombre de membres et le besoin de revoir des traités. En effet, les États-Unis se sont créés avec 13 États, ils en comptent aujourd'hui 50, sans jamais avoir modifié leur système institutionnel originel. Cette pérennité et cette stabilité forment des éléments essentiels permettant aux États-Unis d'être à la fois une puissance et une puissance attirante. Ainsi, au moment des péripéties survenues lors de l'élection de G.W. Bush en 2000, nombre de commentateurs français ont prétendu que les institutions américaines étaient en difficulté et prédisaient qu'elles allaient devoir changer. À nouveau en 2008 à 2009, d'autres commentateurs français ont ridiculisé le système d'élection du président américain et le délai entre le vote des électeurs et celui des grands électeurs, ainsi que la longue durée de la passation des pouvoirs entre le président sortant et le président élu. L'histoire récente a balayé tous ces commentaires fondés sur une méconnaissance de la réalité américaine. C'est justement le caractère plus que biséculaire de la Constitution américaine, qui est un élément de puissance des États-Unis, alors que les changements quasi permanents de l'organisation institutionnelle de l'Union européenne sont une source de faiblesse. En outre, bien que les textes institutionnels de l'Union européenne soient beaucoup plus longs que la Constitution des États-Unis, ils n'en sont pas moins imprécis. Par exemple,
Le traité de Lisbonne prévoit que le nombre de voix de chaque pays au Conseil européen sera proportionnel à sa population. Mais il ne précise nullement comment cette population sera calculée. À l'inverse, la Constitution des États-Unis, qui ne contient pourtant que 7 articles et 27 amendements, précise dès son article 1er qu'un recensement décennal fondera l'évolution du nombre de représentants et de grands électeurs par État. Des attitudes géopolitiques déséquilibrées. D'autres faiblesses de l'Union européenne transparaissent à l'occasion des négociations d'adhésion. La politique d'élargissement de l'Union européenne n'applique pas les mêmes règles à tous les pays demandeurs d'adhésion, d'où nombre d'incohérences. L'Union européenne accorde des dérogations à l'un, mais les refuse à l'autre. Cette multiplication des cas particuliers crée de véritables déséquilibres géopolitiques et signifie en outre une application inégale du principe de subsidiarité. Par exemple, d'un côté, l'Union européenne ouvre des négociations avec la Turquie le 3 octobre 2005 alors que ce pays occupe militairement toute la partie septentrionale du territoire d'un autre pays membre, Chypre, et ne respecte nullement la liberté religieuse en interdisant toujours la réouverture du séminaire orthodoxe d'Alki, fermé autoritairement en 1971 par le régime militaire. De l'autre, elle impose de fortes contraintes de respect des minorités, certes légitimes au regard des valeurs européennes, mais particulièrement exigeantes en termes de délai, à des pays baltes qui se trouvent en difficulté en raison de l'héritage des actions de purification ethnique conduites lors du régime communiste. De tels éléments témoignent d'une certaine opacité et du fait que l'Union européenne refuse de se comporter comme une puissance dont le comportement à l'égard de ses membres, ou de ses éventuels futurs membres ne doit être à géométrie variable. En conséquence, compte tenu d'un système et de pratiques institutionnelles à la fois périodiquement remis en cause et imprécis, de limites géographiques non clarifiées, de valeurs qui apparaissent relatives pour l'opinion publique comme pour les citoyens, l'Union européenne a inévitablement beaucoup de difficultés à s'affirmer comme une puissance. La conclusion est claire, bien entendu, la France doit agir dans l'Union européenne, elle doit faire en sorte que l'Union européenne soit un acteur plus efficace de la paix et du développement dans le monde. Néanmoins, elle ne doit pas dissoudre son action géopolitique dans une Union européenne qui ne semble pas avoir la volonté et ne se donne pas les moyens de se comporter comme une puissance. La France doit donc garder sa propre personnalité et poursuivre ses propres objectifs géopolitiques. Sinon, ce serait en quelque sorte abandonner la proie pour l'ombre. C'est pourquoi la France, tout en étant profondément européenne, doit être totalement mondiale. Henri Foucrault. Claude Rochet, professeur des universités, enseigne à l'Institut de management public de l'Université Paul Cézanne à Aix-en-Provence. Il nous parle de la révolution technologique. Claude Rochet. Comment marche la technologie ? On observe dès la première révolution industrielle qu'il y a des cycles technologiques qui correspondent à des changements sociaux, politiques et institutionnels. Ils ont la forme d'une courbe en S, divisée en 5 phases dans une révolution de la technologie. Le tout dure 50 ans selon les fameux cycles de Kondratiev. Dans une première phase, la technologie sort du laboratoire. Ceci suppose qu'il y ait une politique de recherche et développement. Il y a une croissance des technologies de base, la technique à vapeur, l'électricité et la chimie, l'automobile et les technologies de l'information aujourd'hui, qui ont un impact très fort sur la productivité. Lors de la deuxième phase, on assiste à la généralisation de ces infrastructures et à un engouement financier pour ces technologies. On se trouve ici dans une logique financière, parce qu'il y a une croissance considérable de la productivité et de la rentabilité du capital. Il se produit à ce moment-là un divorce entre la productivité escomptée, donc de l'investissement des capitaux dans ces industries nouvelles, et les promesses réelles, ce qui nous mène à une crise. Cette phase de crise est pour une large part une crise d'ajustement technologique qui remet les pendules à l'heure. Après cela, nous entrons dans une logique de production. On revient à des choses raisonnables jusqu'aux dernières vagues de technologie. L'innovation se déploie avec l'ensemble des potentialités de la technologie. C'est une période d'âge d'or comme nous en avons connu avec les 30 Glorieuses. Mais ce qui est intéressant lorsque l'on fait de la politique, et de la politique industrielle, est de regarder la vague suivante.
Que doit faire un État? Il doit regarder la technologie de demain, et non investir dans les technologies d'hier, et comprendre les ruptures qui sont en train de se préparer. C'est exactement ce que font nos concurrents. Si j'examine ce qui s'est passé depuis le début des révolutions industrielles, je constate le même mouvement. Enthousiasme au moment de l'installation, enthousiasme suivi par une crise. La première fut celle des canaux en Grande-Bretagne en 1797. Tout le monde a investi dans des canaux qui étaient à péage, en pensant gagner beaucoup d'argent. À un moment, on s'aperçoit qu'on va transformer l'Angleterre en mer intérieure à force de creuser des canaux, et c'est la crise. Ensuite, on constate que l'on entre dans une phase de croissance régulière, calme, non spéculative. Cela s'est produit pour chaque révolution industrielle. En 1999, avant la crise du Nasdaq, les théoriciens du monde parfait régis par la technologie nous ont dit qu'on était débarrassé des cycles technologiques de 50 ans et qu'on s'acheminait vers une croissance illimitée. Cette vision parfaite des mécanismes du monde, vous la trouviez dans les articles de Business Week ou de The Economist, qui expliquaient que la 5e révolution industrielle, le 5e cycle technologique nous libérait de la fatalité des cycles. Ce qui est intéressant à lire dans The Economist, l'ambassadeur Albert Salon me pardonnera peut-être la lecture de ce journal, c'est qu'il publie autant de bêtises que les autres mais reconnaît quand il s'est trompé. Et quand il s'est trompé, il republie l'article en question et explique pourquoi il s'est trompé. Imaginez que le monde fasse pareil. Son tirage serait multiplié par 3. En 2002, après l'éclatement de la bulle du Nasdaq, on se rend compte qu'on avait prédit trop tôt la fin des cycles technologiques et donc les crises continuent. Quelle est la caractéristique de la crise actuelle? Cette crise se caractérise par un déplacement considérable de la distribution de la richesse, du travail vers la finance. Le progrès de la technologie a profité aux financiers. Comme le montre l'évolution du coefficient de Gini, l'inégalité a augmenté considérablement aux États-Unis en s'accompagnant d'une stagnation des salaires. Les ménages ont été amenés à s'endetter pour pouvoir vivre. En France se produit le même phénomène avec une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée et une hausse de l'endettement des ménages. La France est le pays le moins endetté d'Europe, si l'on regarde l'endettement cumulé État égale ménage. Cela veut dire qu'il y a une marge financière, et qu'il convient alors de savoir comment l'utiliser. Que se passe-t-il avec toute cette richesse? Il se passe toujours la même chose. Première crise financière, 1720, celle de la Compagnie des mers du Sud et la naissance de l'économie financière. L'origine est la création de la Banque d'Angleterre en 1694 quand il faut retraiter, organiser la dette anglaise pour financer la guerre de 9 ans et la guerre de succession d'Espagne. La Banque d'Angleterre créée, une part de la dette est retraitée à travers une compagnie, la Compagnie des mers du Sud, qui vend des titres aux particuliers qui sont gagés sur les revenus des mers du Sud. Naturellement, il y a des phénomènes spéculatifs et on voit apparaître des mécanismes qu'on décrit aujourd'hui comme des mécanismes à la Ponzi, du spéculateur italien Carlo Ponzi. Des gens vendent des actions qu'ils ne possèdent pas et qu'ils sont censés pouvoir acheter un jour avec les revenus supposés de la Compagnie des mers du Sud. C'est une faillite gigantesque. Newton sera ruiné. Il en dira « Je peux décrire le mouvement des planètes mais pas la folie des gens ». Il paraît en Hollande une série de gravures où l'on voit comment la spéculation va puiser dans l'économie réelle pour gonfler, vendre du vent. Cette économie du vent donc est propre aux crises financières. Il faut bien faire la différence entre les bulles technologiques et les bulles financières. On a eu la bulle technologique des télécoms, et vous voyez que la bulle financière avec la faillite des banques aujourd'hui est beaucoup plus importante. La bulle technologique se produit quand on a fait généralement des plans d'affaires pharaoniques avec des promesses ahurissantes de profit, des titres surévalués, il y a crise, nettoyage puis retour au réel. Après une crise technologique, il reste toujours la technologie, après la crise du Nasdaq, il reste toujours Internet. Après une crise financière, il ne reste rien, on constate la destruction de l'économie réelle. Les historiens qui se penchent sur l'histoire de la crise des mers du Sud évaluent le retard pris par le développement du capitalisme en Angleterre, à 75 ans. Il y a donc une différence profonde entre les deux. Comment s'en sortir?
Comment accumuler de la technologie pour bâtir une politique de puissance? La première idée à laquelle il faut tordre le cou est la fable du libre-échange. Certains prétendent que l'Angleterre s'en est sortie grâce au libre-échange. Bidon. L'Angleterre a été l'un des pays les plus protectionnistes au monde, jusqu'au traité de commerce franco-britannique de 1860. Examinons la comparaison des droits de douane pratiqués par l'Angleterre et ceux pratiqués par la France. L'Angleterre était un État fiscalo-militaire avec un État très perfectionné, un système fiscal extrêmement puissant, lui ayant permis de financer sa marine de guerre, la Navy, qui lui a assuré la maîtrise des mers. C'est par la guerre, par la puissance de l'État, de la fiscalité et des droits de douane que l'Angleterre est devenue une puissance économique et politique dominante. Et pas l'inverse. C'est ce qu'a très bien remarqué Friedrich List en 1841, une fois ce pays parvenu à la domination du monde. Dès lors qu'un pays a la maîtrise de la technologie, acquise par les droits protecteurs, la puissance et la pratique de ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence économique, il n'a d'autre recours que de convaincre les autres pays d'ouvrir leurs frontières pour qu'ils puissent vendre ses produits. Ainsi, le discours de la puissance dominante devient « Le protectionnisme que j'ai pratiqué pour moi, il ne faut pas que vous le pratiquiez pour vous ». C'est la stratégie de retrait de l'échelle. C'est un économiste du développement, un collègue, professeur à Cambridge, le coréen Ha-Joon Chang, qui l'a théorisé. Rejeter l'échelle qui a permis mon ascension. C'est le libre-échange pour permettre aux puissances dominantes d'être réellement dominantes. 4 étapes de développement ont été formulées par Friedrich List pour pratiquer un protectionnisme de bon aloi. Quand on est un pays qui débute, il faut ouvrir ses frontières pour que la technologie entre. Lorsque l'on en discute avec des collègues libéraux, ils nous disent « Vous prenez le splendide isolement, vous voulez fermer la France ». Il ne s'agit pas bien évidemment de cela, on n'est pas totalement niaiseux. Il faut ouvrir nos frontières pour que la technologie entre, c'est ce que font les pays qui ont une stratégie technologique. Il faut ensuite protéger la naissance de l'industrie nationale par des droits protecteurs. C'est ce qu'ont fait les États-Unis avec le rapport sur les manufactures de 1791 d'Alexander Hamilton, premier secrétaire d'État au Trésor. Ils ont été grandement favorisés par les 4 guerres napoléoniennes qui ont organisé le blocus et qui ont constitué une sorte de protectionnisme naturel. Les jeunes États-Unis ont exactement reproduit la même stratégie que l'Angleterre. Ensuite, il importe de créer des espaces commerciaux homogènes. C'est ce qu'a prôné F. List pour l'Allemagne qui s'est créée par un Zollverein, des unions douanières entre espaces de niveau de développement homogènes. C'est la première idée de l'Union européenne, telle qu'on nous l'a présentée. L'Europe des 6, des 9 puis jusqu'à l'Europe élargie à l'Espagne qui avait effectué un rattrapage économique, était formée de pays de même niveau de développement. Cela pouvait marcher. Quand on inclut des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie qui n'ont pas du tout le même niveau de développement, cela devient aberrant. En conclusion, le but de cet ensemble de mesures est de définir des droits protecteurs, ni trop élevés, ni trop bas. Ainsi, quand vous apprenez à votre enfant à faire du vélo, au début vous lui mettez des roulettes ou vous tenez la selle. Si vous ne lui mettez pas ces protections nécessaires à l'apprentissage dans l'enfance et si vous ne lui ôtez pas les 2 roulettes et ne le lâchez jamais, il ne saura jamais faire de vélo. L'enjeu aujourd'hui est que le pays leader, c'est ce qui se passe dans le monde quand vous êtes au haut de la courbe en S, devient arrogant. Ainsi de l'Angleterre de la fin du XIXe siècle qui va entrer dans un long déclin, vos institutions sont adaptées, vous connaissez des phénomènes de rente qui diminuent l'esprit d'entreprise, vous avez de grosses bureaucraties. À l'opposé, que font les pays neufs? Ils ont au contraire faim de développement et toutes les opportunités devant eux. Quand vous êtes dans une stratégie de rattrapage et de copie des pays dominants, vous pouvez vous permettre des taux de croissance de 10%, vous n'avez pas d'institution. L'important est de se situer dans le génie de chaque peuple, ce que font les Chinois et chacun à leur manière les autres pays des BRIC, et vous pouvez faire un rattrapage. Dans ces conditions, être en retard est un avantage. Tels sont les problèmes qui se posent à nous, et les défis que nous avons à affronter. Henri Foucrault. Xavier Roffer est directeur de l'Institut de criminologie de l'Université Paris II.
Il est aussi directeur de l'École supérieure de police criminelle de Chine, co-directeur du département de recherche sur la criminologie en Écosse. Il va examiner les perspectives de la menace et du terrorisme. Xavier Hofer. Les affaires criminelles ont, à l'heure actuelle, une importance d'autant plus grande qu'elles sont généralement oubliées, occultées, on ne les voit pas, on ne veut pas les voir. Pour reprendre 2 thèmes abordés ce matin, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et la crise financière. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne a une dimension politique. Certains sont pour, d'autres contre, certains estiment que la Turquie n'est pas géographiquement en Europe, d'autres qu'elle est un pont entre l'Europe, l'Asie et l'Asie centrale. On omet de dire que le principal problème posé par l'entrée de la Turquie en Europe, c'est que ce pays vit dans un état d'hybridation avec le crime organisé comme nul État au monde. À la fin des années 1990, quand il y avait encore des casinos en Turquie, les casinos appartenaient à des groupes financiers, propriétés d'individus fichés au grand banditisme comme étant à la fois des éléments extrémistes dans l'idéologie pan-turque et en même temps de gros trafiquants d'héroïne. Ces 5 individus sont des bandits comme tels et assurent le trafic de la drogue de l'Afghanistan vers l'Europe. Leur société à L5 possédait 70% des bons du trésor turc. De manière technique, l'État turc à l'époque en grande partie appartenait à des mafieux. Il faut donc prendre garde qui on laisse entrer dans l'Union européenne, et la vieille image du loup dans la bergerie ici n'est pas totalement fausse. Deuxième point, la crise financière actuelle. Elle a, comme toutes les crises financières, une importante dimension criminelle. Le bras droit de M. Madoff, qui s'appelait M. Jaffé, avait aussi été le conseiller financier du chef de la famille mafieuse de Boston et de Nouvelle-Angleterre. Et quand on demande au whistleblower selon lequel M. Madoff n'était pas aussi honnête qu'on pouvait le penser, lors de son audition devant une commission d'enquête au Congrès, si vous mentez puisque vous prêtez serment sur la Bible, vous pouvez encourir 20 ans de prison et le parjure est très grave aux États-Unis, on fait donc attention à ce qu'on dit, M. Markopoulos, car tel était son nom, vous avez écrit et protesté jusqu'en 2006 contre les agissements supposés de M. Madoff, et vous aviez raison. Pourquoi avez-vous cessé de le faire ? Il répond : Votre honneur, j'ai cessé de le faire parce que ma vie et celle de ma famille étaient menacées. Il est bien clair par qui en pareil cas était proférée la menace. Le deuxième Madoff découvert, M. Stanford, il y a une enquête en cours au FBI, est soupçonné d'avoir recyclé l'argent d'un des cartels de la drogue le plus puissant du Mexique. Le troisième personnage découvert, M. Cosmo, une enquête du FBI est également en cours sur son cas, avait fait quelque chose de très risqué. Il avait d'énormes dettes de jeu vis-à-vis de grosses familles mafieuses de New York. Le problème est qu'une autre famille... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.